Bonjour, troisième cours de culture scientifique, première partie, une histoire des mathématiques, présentation. Donc une première question pour vous faire rire, les mathématiciens sont-ils tous fous et les mathématiques sont-elles réellement incompréhensibles? Eh bien la réponse est non. Les mathématiciens ne sont pas tous fous, mais peut-être que quand même, et les mathématiques sont compréhensibles. C'est vrai que parfois on a rencontré des professeurs de mathématiques qui étaient un petit peu bizarres. Bon, bien sûr qu'il y a des gens, des mathématiciens, mais comme pas plus et pas moins que dans le reste de la société avec des vies tragiques. Et les mathématiques, c'est vrai, sont difficiles et angoissantes. C'est toujours un problème pour les étudiants. Alors, beaucoup d'ouvrages généraux sur les mathématiques ou l'histoire des mathématiques, bien sûr, pour nous aider à sortir de nos angoisses. Et bien sûr, je conseillerais le théorème du perroquet, de Denis Gage, hein, qu'une belle histoire autour des mathématiques, c'est formidable. C'est un monsieur qui, avec des enfants, ben, en ouvrant une malle dans laquelle il y a beaucoup de livres de mathématiques, il va classer les livres selon le thème en mathématiques et il va expliquer aux enfants ce que ça veut dire, jusqu'au plus dur, hein, le théorème de Gödel, la machine de Turing, énormément de livres sur l'histoire des mathématiques. Évidemment, Cédric Villani, avec ce livre qui est sorti en 2010 hein, déjà, il y a un petit moment, et qui a eu une carrière politique assez brève, hein, Cédric Villani, comme beaucoup de scientifiques qui se mêlent de politique. Il a écrit un livre qui s'est vendu très très bien, et pourtant dans ce livre il y a des formules hein, qui sont assez difficiles, voire même très très difficiles. Ah, il nous parle de sa recherche, c'est assez intéressant, mais regardez, hein, c'est quand même très difficile, et pourtant ce livre s'est bien vendu, donc il y a un intérêt pour les mathématiques. Beaucoup de films, beaucoup de documentaires sur les mathématiques. Le film Un homme d'exception avec Russell Crowe hein, sur la vie de John Nash, hein, ce monsieur qui a eu une vie terrible, hein, qui a été, je crois, schizophrène au moment de sa vie, qui a été guéri et qui est revenu dans les mathématiques. Évidemment, Imitation Game, hein, la vie d'Alan Turing, dont je reparlerai dans l'histoire de l'informatique avec cet homme qui a été persécuté pour son homosexualité et qui a été un grand personnage hein, de la Seconde Guerre mondiale et des sciences, évidemment, informatique, de l'ordinateur. Alors, on pourrait demander l'avis d'un expert, donc on va demander à Denis Gage, hein, qui connaît bien les mathématiques et les mathématiciens, et il nous explique cet extrait de film qu'effectivement, ils ne sont pas plus fous que le reste de la population, ce sont des gens qui travaillent parfois seuls, effectivement, avec un ordinateur, hein, il n'y a pas besoin de matériel autour, etc. Il explique bien ça. On va demander aussi un autre, le témoignage d'un de nos meilleurs mathématiciens, Cédric Villani. Donc là encore, il nous explique que c'est pas vrai, mais que effectivement, lorsqu'on pousse hein, le travail de la recherche loin et qu'on s'isole un petit peu, qu'on a une grosse intensité de réflexion, on peut être borderline, comme il dit, hein, entre la folie et la raison. La limite est faible. Hein, le fou, il explique, c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui ne nous intéresse pas, et le scientifique, qu'on pourrait considérer un borderline, mais il dit quelque chose qui nous intéresse, quoi. Est-ce qu'elles sont compréhensibles? Ben, il dit oui, 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 c'est possible. Alors bien sûr jusqu'à un certain niveau. Mais oui, je suis quelqu'un qui est convaincu que les mathématiques peuvent être enseignées de manière compréhensible. Mais nous, ne serions-nous pas frappés par une maladie très répandue, l'angoisse des mathématiques? Bah, il faut dire qu'on ne nous a pas beaucoup aidés. Hardy, grand mathématicien anglais, hein, a écrit un livre dans lequel il dit écrire pour expliquer les mathématiques est le fait d'esprit de second ordre. Ceux qui font les mathématiques méprisent ceux qui les expliquent aux autres. Donc c'est le mépris un peu vis-à-vis de l'enseignement des mathématiques. Je suis pas loin de le partager. Faudra en discuter plus longuement. Bon, on va essayer de comprendre les mathématiques, mais au fait, pourquoi il faut faire des mathématiques? Alors, Laurent Schwartz, un professeur de l'école polytechnique en mathématiques, un de nos plus prestigieux mathématiciens du XXe siècle, dit il faut faire des mathématiques parce que les mathématiques, ça sert à faire de la physique. La physique, ça sert à faire des frigidaires. Les frigidaires, ça sert à y mettre des langoustes. Et les langoustes, ça sert aux mathématiciens qui les mangent et sont alors dans de bonnes dispositions pour faire des mathématiques qui servent à faire de la physique, qui servent à faire des frigidaires, etc. Voilà, c'est avec de l'humour. Hein. À quoi servent les mathématiques? Ben oui, les mathématiques sont appliquées dans tous les domaines des sciences. Donc, on redemande à Cédric Villani qui, lui, va nous expliquer que dans n'importe quel jeu vidéo, hein, maintenant au cinéma, derrière, il y a des mathématiques, il y a de la modélisation, hein, tout ce qui est numérique hein, va entraîner des algorithmes et derrière, il y a des mathématiques.
Deux exemples d'application des mathématiques. Le premier, la loi de la chute des corps de Galilée. Donc cet homme, Galilée, va être un des premiers, on pense, à utiliser les mathématiques pour modéliser, pour coller une équation, un phénomène naturel. C'est évidemment la loi de la chute des corps. Et il dit, il faut observer la nature et écrire ce que vous observez, le transcrire, le traduire en langage mathématique. Voilà un feuillet de sa main à gauche et à droite une expérience qui a été refaite par des historiens des sciences, c'est ces expérimentations autour de la loi de la chute des corps. Et ce qui est surprenant dans cette équation, x égale 1/2 de gt2, dont x c'est la distance parcourue, t c'est la durée de la chute, g c'est l'accélération de la pesanteur, 9,80 mètres par seconde au carré, et 1/2 au milieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas la masse. Il n'y a pas la masse. Donc c'est la fameuse phrase, un corps léger tombe plus lourd ou plus vite qu'un corps lourd. Eh bien oui, c'est la grande question des aristotéliciens et que Galilée va évacuer en faisant une expérience. Et ce qui est intéressant dans cette expérience, il le traduit donc dans son livre, Un discours sur deux sciences nouvelles, et qui va apparaître après son procès de 1633, je crois que ça paraît en 1637, si je me souviens bien. Et vous voyez comment il fait, donc c'est rare qu'on explique à des étudiants comment on fait pour trouver une loi. Alors vous voyez ici la description de la chute du corps, et ici ces écritures espace HM entre là et là, sur espace HL entre là et là, et il y a un rapport de durée au carré. Donc voilà comment il va réussir, à travers son expérimentation et sa mise en équation, à traduire. Alors, j'ai essayé d'expliquer simplement lorsqu'on prend un mouvement uniforme, c'est-à-dire que la vitesse est constante au cours de la chute, il y a une interprétation géométrique du mouvement uniformément accéléré de ce côté-là. Donc ici, en fait, comme la vitesse est toujours la même, vous voyez que la surface, c'est la vitesse qui est sur ce côté-là que multiplie la durée de la chute et vous trouvez la distance parcourue. Et maintenant, il réitère cette observation à travers un mouvement uniformément accéléré. Donc la vitesse là évolue au cours du temps. Vous voyez, si on a 10 mètres par seconde ici, vous avez une seconde. Au bout d'une seconde, le corps atteint 10 mètres par seconde, 2 secondes, 20 mètres par seconde, etc. Et bien là, vous avez de nouveau la surface qui va être la distance parcourue, sous cette droite. Donc quand vous notez x et t, distance et durée, vous sortez des rapports, des deltas, des écarts entre deux distances de chute et donc deux durées. Vous essayez de trouver le lien entre les rapports de distance de chute et les rapports de durée, et vous voyez que le x2 pourrait peut-être nous satisfaire dans le premier cas, mais non, ça ne peut pas être un x2, c'est un cube qui nous permet de comprendre entre 9 et 3, c'est 3 au cube. Par contre, entre 4 et 2, vous avez deux solutions, x2 ou au carré. Mais avec le cube, c'est terminé. Donc voilà comment il va prendre le carré, avec le coefficient 3. Qu'en pense Emmanuel Kant? Eh bien, je soutiens que dans toute théorie particulière de nature, il n'y a de science proprement dite qu'autant qu'il s'y trouve des mathématiques. Et oui, tout le monde, la philosophie, rentre dans cette idée que les mathématiques vont nous permettre de comprendre la nature. Le deuxième exemple, c'est U = mc2, bien sûr, un des plus célèbres. Donc Einstein aussi donne son avis sur ça. Bien sûr que si on veut découvrir les lois de la nature, il faut se servir des mathématiques. Alors il y a un petit film qui est très émouvant, qui nous permet d'écouter Albert Einstein, qui nous explique sa formule E = mc2. C'est très beau. Voilà l'article qui fait 1 page et demie, donc il est très très court cet article de E = mc2. Le titre est beau, l'inertie d'un corps dépend-elle de son contenu en énergie, donc je le reverrai dans le cours sur Albert Einstein, bien sûr. Donc c'est intéressant, les titres des articles d'Albert Einstein sont toujours incroyables. C'est-à-dire que la masse, tout ce qui s'oppose à la modification de l'état présent, c'est la définition de l'énergie, la masse va s'opposer au mouvement du corps. Et donc la masse est liée à son énergie dans cette formule que nous écrivons = mc2, mais qui ne s'écrivait pas bien sûr = mc2 à l'époque. Et il y a une conclusion qui est très belle, c'est qu'il dit si un corps cède l'énergie E, on dirait en joule aujourd'hui, sous forme de rayonnement, donc des ondes, sa masse diminue de E sur c carré, l'écriture de l'époque, mais nous c'est la vitesse de la lumière cc, m c'est la masse du corps et E c'est l'énergie en joule. À cet égard, il n'est manifestement pas essentiel que l'énergie soustraite au corps se transforme directement en énergie de rayonnement, ce qui nous conduit à la conclusion plus générale suivante: la masse d'un corps est une mesure de son contenu en énergie. Si l'énergie varie de E, la masse varie de E sur c au carré. L'énergie étant mesurée alors à l'époque, bien sûr pas en joule, et la masse en kilos pour nous. Il n'est pas exclu que l'on puisse réussir à vérifier la théorie des corps dont le contenu en énergie varie dans de grandes proportions les sels d'uranium. Et oui, c'est un contemporain des expériences de Marie et Pierre Curie, la radioactivité. Ben voilà,
Lui, il a une idée sur comment ça peut émettre des rayonnements, ces grammes de radium, pendant très longtemps. Où il prend l'énergie. Ben voilà. Si la théorie est conforme aux faits, alors il y a un transfert de l'inertie entre les corps qui émettent et les corps qui absorbent. Alors, je me suis amusé à faire évidemment un petit calcul. Donc là, vous voyez ce que ça va donner. Cet article est publié en 1905. En 1945, terrible, hein, les explosions d'Hiroshima et Nagasaki. À ce moment-là, on comprend bien que si vous écrivez la vitesse c au carré, hein, c'est 300 000 km par seconde, c'est 300 millions de mètres par seconde, c'est donc 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Vous le mettez au carré, 3 fois 3, 9. 10 puissance 8 au carré, il faut faire x2, 10 puissance 16. On va dire que 9, c'est pas loin de 10, puissance 1, donc ça fait 1 10 puissance 17. Vous écrivez 17 zéros, et vous cherchez à comprendre qu'est-ce que ça veut dire ces 17 zéros lorsque vous les multipliez par la masse, petit m, qui s'exprime en kilos. Vous prenez une bouteille d'1 kg d'eau d'1 kg dans votre main, et bien vous tenez dans votre main 100 millions de milliards de joules potentiels si vous réussissez à extraire l'énergie dans cette matière. Donc ça va être bien sûr les applications de la radioactivité des curies qui vont donner toute cette énergie nucléaire. La transformation de 1 gramme d'hydrogène en hélium dégage 600 milliards de joules, donc c'est phénoménal. Alors les mathématiques, qu'est-ce que c'est? C'est tout un tas de branches, de sous-branches, etc. Donc moi j'ai noté l'arithmétique, la logique, l'algèbre, les probabilités, l'analyse, les statistiques, la géométrie, la trigonométrie. Il y a un tas de branches avec un tas de gens qui sont intervenus, bien sûr, au cours du temps. On voit le temps se dérouler depuis les premières traces des écrits des hommes, c'est les écritures cunéiformes des Babyloniens, les Grecs bien sûr, et puis bien après, tous les Arabes, toutes les civilisations qui ont marqué l'histoire des sciences, les Européens, les Chinois, tout ce que vous voulez. On voit des grands noms avec les grands domaines, voilà. Alors Cédric Villani se demande si on doit dire les mathématiques ou la mathématique, bon, peu importe. Et la contribution de personnages exceptionnels, Pierre de Fermat, le théorème de Fermat, Blaise Pascal, l'irruption des probabilités, Évariste Galois, la théorie des groupes, très belle histoire. Georges Cantor aussi, la théorie des ensembles. Tous ces gens ont une histoire extraordinaire. Alan Turing, l'indécidabilité et l'algorithmique, un ordinateur. Kurt Gödel, les théorèmes d'incomplétude des mathématiques. Il ramène les mathématiques dans le domaine des sciences. Les mathématiques étaient au-dessus. Les mathématiques, ça prouvait les choses, il n'y avait pas de problème. Et en fait, il y a des problèmes aussi en mathématiques. Alexandre Grothendieck, un grand mathématicien du XXe, qui avait prédit ce dérèglement climatique qui nous arrive, c'était un des premiers écologistes dans les années 70. Quelques questions pertinentes. Les mathématiques sont-elles pures ou appliquées? Les mathématiques ne s'intéressent-elles qu'aux problèmes concrets? Non, oui, elles sont pures et appliquées, bien sûr. Le mathématicien réfléchit à des notions. Je me souviens toujours de cette irruption des matrices, le calcul matriciel à la fin du 19e, je crois, avec un Anglais, et Milton, il me semble, et qui va être appliqué en physique quantique dans les années 1920-1930. Et on ne pensait pas que les matrices pouvaient servir dans la physique. C'est les relations d'incertitude d'Heisenberg. C'est incroyable. Les mathématiques sont-elles vraies? Quelle est la nature des preuves qui prouvent que... Oui, il y a une démonstration, mais Kurt Gödel nous a dit on ne pourra pas tout démontrer, les théorèmes d'incomplétude des mathématiques. Les mathématiques expliquent-elles la réalité? Les énoncés mathématiques n'ont pas pour vocation d'expliquer la... Et pourtant, oui, ça marche bien. Ça marche bien, la modélisation, c'est incroyable. Voilà, je vous remercie. Au revoir.